Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un scrutin incertain pour lequel le RN est donné vainqueur par tous les instituts de sondage, le Rassemblement national semble en position de remporter une majorité relative à l'Assemblée au soir du second tour le 7 juillet. À gauche, la campagne pour ces élections législatives anticipées est marquée par des accusations d'extrémisme et d'antisémitisme visant LFI, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, soupçons mis en avant par les adversaires de l'Alliance de gauche, le nouveau Front populaire réunissant le PS, les Verts, le PC et les Insoumis. Pourquoi LFI est-il accusé d'antisémitisme ? Comment le nouveau Front populaire vit-il cette situation ? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du service politique du Parisien en charge de la gauche, Julien Dufay et Pierre Morer. Le dimanche 9 juin, pendant la soirée des Européennes, après l'annonce de la dissolution, le député LFI de la Somme, François Ruffin, est en direct à la télévision et il appelle à une union de la gauche pour ces élections législatives anticipées. Il reste que la gauche pour pouvoir faire front au Rassemblement national. Et je le dis dans ce moment, je le dis avec gravité, avec responsabilité, il nous faut une gauche unie. Il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement national. Pierre Morer, à ce moment-là, on se dit que la gauche aura du mal à se rassembler comme elle l'avait fait pour les législatives de 2022 ? Oui, parce qu'elle a été très divisée pendant la campagne des élections européennes où les uns et les autres se sont lancés des anathèmes quasi en permanence. Et le soir du résultat, les Insoumis, au départ, semblent refuser une union dans les heures qui suivent les résultats du scrutin. Dans cet épisode de Code Source, on va raconter pourquoi la France insoumise et son leader, Jean-Luc Mélenchon, font figure d'épouvantail au sein du Front populaire et justement ce que font les partisans de cette union face à ce phénomène. Pour bien comprendre, Julien Dufay, on a décidé de revenir le jour de l'attaque du Hamas sur Israël, le samedi 7 octobre 2023. Jean-Luc Mélenchon et son parti refusent de parler de terrorisme après le massacre qui vient de faire 1200 morts et en grande partie des civils. La première expression, c'est Jean-Luc Mélenchon dans un tweet. Il dit « Toute la violence déchaînée contre Israël et Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. » Donc ensuite, il a des pensées pour les populations civiles victimes de tout cela, mais en fait, dans les premiers mots, et c'est ce que lui reprochent ses détracteurs, on a l'impression qu'il renvoie dos à dos Hamas et Israël. Et dans ce tweet, Jean-Luc Mélenchon ne parle pas de terrorisme, même chose dans un communiqué qui suit communiqué du groupe insoumis à l'Assemblée. Oui, il suit très vite le tweet de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il intervient 30 minutes plus tard, et donc ce communiqué donc, du groupe parlementaire LFI dit « L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens. Nos pensées vont à toutes les victimes. » Alors là encore, c'est les premiers mots qui vont concentrer toutes les critiques, puisque non seulement le mot terroriste n'y figure pas, mais le communiqué parle d'une offensive armée de forces palestiniennes qui peut laisser penser à une intervention d'une armée régulière. Le dimanche 22 octobre, Jean-Luc Mélenchon tweete la photo d'une manifestation pro-palestinienne avec un message au sujet de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, qui est de confession juive. Oui, et Jean-Luc Mélenchon poste un message mi-indigné, mi-ironique, en écrivant « Voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. » La majorité accuse tout de suite Jean-Luc Mélenchon de faire référence au camp de concentration quand on utilise le terme « camper ». Lui s'en défend, dit que ce n'était pas du tout son but. Après, on sait que Jean-Luc Mélenchon fait très attention au choix de ses mots. Il dit souvent que les mots sont comme des obus dans le débat public. Donc il y a une interrogation autour de l'utilisation de ce terme et ça fait polémique pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines. En 2024, en mars, Jean-Luc Mélenchon, qui avait semblé préparer son départ après les élections de 2022, laisse entendre qu'il faudra bien compter avec lui à la prochaine présidentielle en 2027. Il le dit notamment sur France 3, « Je fais partie des hypothèses, tout le monde le sait ». Et pour la campagne des Européennes 2024, toujours au mois de mars, Jean-Luc Mélenchon place en 7e position sur la liste La France Insoumise une certaine Rima Hassan. Qui est-elle ? Alors Rima Hassan, c'est une juriste franco-palestinienne qui est assez reconnue d'ailleurs dans les milieux associatifs, dans les grandes entreprises, puisque elle a travaillé aussi pour L'Oréal. Et elle est partisane d'un État binational en Israël, là où en France, la position historique
y compris celle de la France insoumise, c'est la solution à 2 États. Rima Hassan, 32 ans, se fait beaucoup remarquer pendant la campagne. Pourquoi ? Pratiquement chaque jour, elle poste des tweets très tranchés sur la situation à Gaza. Quand il y a la première occupation de Sciences Po à Paris par des étudiants pro-palestiniens, elle appelle au soulèvement. Sa figure est très clivante dans le débat public. Et en cela, elle correspond parfaitement à la stratégie des Insoumis de conflictualiser le débat public pour aussi faire parler de leurs thèmes dans la campagne et quelque part imposer leurs thèmes de campagne. De son côté, le candidat du PS et du mouvement Place Publique, Raphaël Glucksmann, fait l'objet d'attaques virulentes ou d'insultes de la part de certains insoumis. Et cela se voit pendant la marche du 1er mai à Saint-Étienne dans la Loire, à laquelle il participe, Julien Dufay. Il décide en fait de rebrousser chemin très vite, après avoir reçu des insultes du type Glucksmann casse-toi, PS salaud. Il y a des slogans qu'on entend, c'est aussi Palestine vaincra. Il y a aussi des jets de peinture, des jets de canettes. C'est assez violent, il repart meurtri. Et donc très vite, il va prendre la parole devant des journalistes. Je ne les connais pas personnellement, donc c'est compliqué, on va voir qui c'est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques. Il y avait des drapeaux de Révolution permanente et de la France insoumise. Ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur discours, dans leur violence. Et puis dans un message ensuite, sur le réseau social X, il va souligner que ces attaques sont le résultat de mois de haine et de calomnie orchestrées notamment par les insoumis. Des insoumis qui vont démentir en disant que cette action est du fait d'un groupe local de jeunes communistes. Le 28 mai, à l'Assemblée, le ton monte entre un député LFI, David Guiraud, et un député apparenté LR, Meyer Habib, qui est de confession juive, au sujet de la guerre entre Israël et le Hamas, guerre qui a fait des milliers de victimes civiles à Gaza. Je suis en pleine interview. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Vous voyez ces gens-là ? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils s'en moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Ce monsieur est un porc. Plus tard, sur BFM TV, Meyer Habib qualifie David Guiraud, je cite, de crapule antisémite, avant d'ajouter « traiter de porc les juifs est la plus vieille insulte antisémite du monde ». Fin de citation. Mais quand vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah bah, qui me porte plainte parce que lui, réellement, on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Julien Dufay, ce député LFI, David Guiraud, avait fait parler de lui parce que le 31 décembre, il a publié un tweet dans lequel il a utilisé un visuel qui est souvent choisi par des antisémites pour dire du mal des juifs, mais sans risquer de poursuites judiciaires. Expliquez-nous ça, de quel visuel on parle ? C'est un visuel d'une série qui est inspirée d'un manga, donc c'est le manga One Piece. On voit un personnage qui est pourchassé pour avoir dénoncé des crimes donc des dragons célestes, qui dans ce manga est une caste de riches puissants qui ne sont jamais inquiétés. Il y a une sorte d'impunité. C'est une référence qui n'est pas anodine, puisque c'est une référence assez commune chez beaucoup d'antisémites. C'est ce qu'on appelle un dog whistle. Un dog whistle, ça veut dire sifflet de chien, c'est-à-dire c'est une référence qu'on peut utiliser qui ne va pas parler au grand public, mais qui va atteindre sa cible dans les milieux antisémites. On sait tout de suite de quoi on parle. Alors David Guiraud va ensuite supprimer ce tweet. Il va dire qu'il n'a aucunement eu l'intention d'utiliser une imagerie antisémite. Mais bon, la polémique est partie. Quand on parle des soupçons d'antisémitisme qui entachent la réputation des Insoumis, il faut évoquer le 18 avril 2024. Ce jour-là, Jean-Luc Mélenchon tient des propos polémiques qui vont créer un trouble. Il fait une comparaison entre le directeur de l'université de Lille et le nazi Adolf Eichmann. Oui, alors il va comparer le président de l'université de Lille à donc ce dignitaire nazi qui a eu un rôle essentiel dans la solution finale pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il va dresser un parallèle en disant « Moi je n'ai rien fait, disait Eichmann, je n'ai fait qu'obéir à la loi ». En fait, il fait référence au fait que le président de l'université de Lille vient d'annuler une conférence de Jean-Luc Mélenchon en présence de Rima Hassan sur la Palestine qui était prévue dans les locaux de l'université. Et pour ce parallèle très excessif pour le moins, il va être très critiqué.
Un sondage de l'Institut IFOP dévoilé début juin dans Le Point affirme que 92% des Français juifs interrogés pour cette enquête ont le sentiment que LFI, la France Insoumise, contribue à la montée de l'antisémitisme en France. Un sondage réalisé pour l'American Jewish Committee, une association de défense des Juifs aux États-Unis et dans le monde. Le dimanche 2 juin, sur son blog, Jean-Luc Mélenchon minimise l'antisémitisme en France. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, les actes antisémites sont passés d'un peu plus de 430 en 2022 à plus de 1650 en 2023. Julien Dufay, que dit Jean-Luc Mélenchon ce jour-là, le 2 juin donc, sur son blog ? Alors c'est une longue note de blog, un long texte qu'il fait à l'occasion de l'interview télévisée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur LCI. Il s'offusque que pas un média n'ait dénoncé le fait qu'il ait finalement une interview sur une grande chaîne d'information. Dans ce texte, il va parler de la déchéance de l'officialité. Alors c'est un mot un peu compliqué pour parler de la caste médiatique, c'est ce que veut dire Mélenchon. Et il a ces mots, il dit, contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France, il est en tout cas totalement absent des rassemblements populaires. Et donc évidemment, ça va faire scandale parce que ça intervient quelques jours après la révélation des chiffres sur l'explosion des actes antisémites ces derniers jours en France. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le soir du dimanche 9 juin, le député LFI François Ruffin lance l'idée d'un nouveau Front populaire. À gauche, Pierre Maurer, qu'est-ce qui se dit du côté du PS, notamment ce soir-là, au sujet d'une union avec LFI ? Les dirigeants du PS se disent très vite, en apprenant la dissolution, que mis à part faire une nouvelle union de la gauche, ça va être compliqué de gagner une élection sans union. Mais en même temps, ils ont beaucoup de mal à se remettre autour de la table avec LFI, qui a durement attaqué leur campagne. Les socialistes ne parlent pas aux insoumis dès le dimanche soir. Et c'est surtout les écologistes qui jouent le rôle d'entremetteurs entre les deux partis. Dans les jours qui suivent, les différentes formations qui faisaient partie de l'ANUP, l'Union de la gauche pour les législatives de 2022, vont négocier ensemble un accord électoral. Et le candidat du PS aux européennes, Raphaël Glucksmann, réclame plusieurs garanties sur des points clés à ses yeux. Lesquels ? Il veut imposer, fort de ses 14% aux élections européennes, ses idées clés en fait, et notamment sur la défense indéfectible des frontières de l'Ukraine et sur l'antisémitisme, avec une condamnation claire des propos et des actes antisémites. Le mercredi 12 juin, Emmanuel Macron tient une conférence de presse à Paris. Objectif notamment, essayer de faire comprendre pourquoi il a choisi de dissoudre l'Assemblée. Et il a des mots très forts à l'encontre de ce nouveau Front populaire qui se dessine. Il parle d'une alliance indécente. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Des gens du Parti communiste, des Verts, du Parti socialiste, qui ne peuvent pas se retrouver dans cette alliance qui n'est même pas baroque, qui est indécente. Moi, j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum, qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui en pensant qu'on a appelé Front populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions. Il y a des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. Le même jour, Jean-Luc Mélenchon est l'invité du 20h de France 2 et concernant l'après-législative, dans l'hypothèse d'une éventuelle victoire de la gauche, il se porte candidat au poste de Premier ministre, mais il le fait de façon prudente. Ce n'est pas un détail, il faut être aussi tous d'accord sur un sujet important, c'est qui va être le Premier ministre en cas de victoire de la gauche. Est-ce que c'est vous ? Alors je commence par vous dire, je m'en sens capable, mais... C'est-à-dire que vous êtes candidat, mais il faut que les autres acceptent. Non, je suis candidat de rien du tout si je sais quelle est ma contribution à la vie de la gauche. Pierre Maurer, pourquoi ce soir-là, Jean-Luc Mélenchon ne dit pas « je suis candidat à Matignon » ? Il y a une raison simple, c'est que les négociations du Front populaire ne sont pas terminées. Donc s'il dit immédiatement « je veux être Premier ministre si on gagne les élections », il risque de faire capoter les négociations qui ne sont pas conclues. D'autre part, Jean-Luc Mélenchon, par rapport à 2022, où il venait de faire 22% à l'élection présidentielle, il est cette fois-ci moins en position de force par rapport à ses partenaires de gauche. Et puis enfin, il y a une dernière théorie qui commence à être partagée chez certains dirigeants de la gauche, c'est que Jean-Luc Mélenchon, au fond, il ne veut pas Matignon. Il veut être président de la République. Le vendredi 14 juin, les 4 partis de gauche du Front populaire dévoilent les mesures de leur programme commun pour les législatives. Pierre Maurer, quels sont les termes choisis concernant la lutte contre l'antisémitisme et concernant la guerre entre Israël et le Hamas ? Sur la guerre entre Israël et le Hamas, le programme du nouveau Front populaire est assez clair puisque
Il emploie le terme de massacre terroriste du Hamas à propos des massacres du 7 octobre. Et dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y a toute une partie qui est consacrée à la lutte, je cite, contre toutes les formes de racisme, contre de l'antisémitisme et l'islamophobie. Il y est prévu notamment de donner à la justice les moyens de poursuivre et de sanctionner les auteurs de propos ou actes racistes, islamophobes et antisémites. Et les auteurs du programme reviennent en partie sur l'antisémitisme, où ils réaffirment qu'il a une histoire tragique en France. Une façon peut-être de répondre aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur l'antisémitisme résiduel. Le soir du vendredi 14, le député PS sortant de l'Essonne, Jérôme Guedj, qui est de confession juive et qui est un ancien très proche de Jean-Luc Mélenchon, annonce qu'il refuse de faire partie du Front Populaire avec LFI. Il dit qu'il ne peut tout simplement pas rejoindre cette alliance s'il y a la direction des Insoumis à l'intérieur, qu'il accuse de brutalisation de la vie publique. Il dit même qu'il a intimement et violemment subi cette brutalisation. Et il fait référence à des mots précis de Jean-Luc Mélenchon, dans son blog toujours, où il décrit Jérôme Guedj comme un animal qui s'agite autour du piquet ou le retient la laisse de ses adhésions. Jérôme Guedj a vu ça comme une allusion à sa judéité. C'est pour ça qu'il refuse cette étiquette du Nouveau Front Populaire. Julien Dufay, au sein du PS ou chez les Verts, comment est-ce qu'on perçoit le fait que l'ensemble de l'Alliance de la gauche est montré du doigt à cause de l'attitude parfois ambiguë d'LFI sur l'antisémitisme ? Il y a un sentiment un peu double, c'est-à-dire qu'on instrumentalise quand même beaucoup dans le camp de la majorité et aussi du Rassemblement national, cette question de l'antisémitisme, d'ambiguïté réelle ou supposée de LFI à des fins politiques. Enfin, c'est évident, on agite l'épouvantail Mélenchon et LFI. Mais en off, beaucoup de socialistes et certains écologistes aussi disent qu'il y a quand même un souci là-dessus, qu'il n'y a eu aucune volonté de la direction de LFI ou de certains députés de clarifier leurs propos. Donc il y a quand même un malaise qui subsiste réellement au sein de la gauche. Le samedi 15 juin, sur LCI, une figure de la communauté juive, Serge Klarsfeld, avocat et historien, connu pour avoir traqué des anciens dignitaires SS dans les années 1980 pour les traduire en justice. Serge Klarsfeld, donc, s'exprime sur les élections. En cas de duel aux législatives entre la France Insoumise et le Rassemblement National, il votera RN. Le Rassemblement National soutient les Juifs, soutient l'État d'Israël, et il est tout à fait normal qu'entre un parti antisémite et un parti pro-juif, je voterai pour un parti pro-juif. Pierre Maurer, est-ce que c'est la preuve que le RN a réussi sa dédiabolisation au moment même où Jean-Luc Mélenchon, lui, est souvent perçu comme extrême ? C'est une question compliquée en fait. Est-ce que le RN a vraiment réussi sa dédiabolisation ou est-ce qu'on est dans une période de grande confusion ? Il ne faut quand même pas oublier que le Rassemblement National, qui était le Front National, est un parti qui a été cofondé par d'anciens collaborateurs du régime de Vichy, voire d'anciens SS. Et à l'heure où finalement on questionne plus l'antisémitisme à gauche, on en oublie presque que certains candidats aux législatives du côté du RN ont été débranchés au dernier moment parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient tenu publiquement des propos antisémites. Donc le choix de Serge Klarsfeld, finalement, il fait polémique puisque jusqu'ici, il n'y a eu aucune condamnation pour antisémitisme des dirigeants politiques de la gauche. Toujours pendant ce week-end des 15 et 16 juin, le dimanche soir, c'est la clôture des candidatures pour les législatives et Jean-Luc Mélenchon décide de ne pas réinvestir plusieurs députés LFI sortants qui se sont opposés à lui, notamment Raquel Garrido et son compagnon Alexis Corbière. Pierre Maurer, Jean-Luc Mélenchon ne souhaite pas jouer l'apaisement. En fait, la direction de LFI accuse ces députés qui n'ont pas été réinvestis d'avoir ourdi dans son dos presque un complot avec le PS pour exclure LFI des négociations. Et donc, pour la direction de LFI et Jean-Luc Mélenchon, ces nouvelles élections législatives, ils ont considéré que c'était le bon moment pour couper la branche et pour en fait exclure des députés qui étaient des voix critiques du mouvement en interne. Ils se sont débarrassés de gens qu'ils accusent d'avoir joué un double jeu.
Pendant la semaine du 17 juin, l'actualité est marquée par un drame, le viol d'une enfant de 12 ans le dimanche 16 à Courbevoie près de Paris. Dans cette affaire, 2 adolescents de 13 ans sont mis en examen pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite. La victime dit avoir été traitée de sale juive. Un 3e mineur est mis en examen. Il s'agit de l'ancien petit copain de la victime, âgé lui aussi de 12 ans. D'après Le Parisien, il aurait déclaré être en colère parce que la victime lui aurait caché sa religion juive. L'ensemble de la classe politique a condamné ce viol qui semble avoir des motivations antisémites. Julien Dufay, tout le monde réagit, y compris Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon réagit sur le réseau social X, il fait un message très clair, il se dit horrifié par ce viol à Courbevoie, qui selon lui met en lumière les comportements masculins criminels dès le plus jeune âge et du racisme antisémite, donc les choses sont nommées. Le vendredi 21 juin, dans une interview au Figaro, Jean-Luc Mélenchon justifie son choix de ne pas investir les frondeurs insoumis, Corbière ou Garrido notamment. Il estime, je cite, qu'ils ont mis la pagaille depuis 2 ans. Le lendemain, le samedi 22 juin, il est à la télé dans l'émission Célébdos sur France 5 et le leader insoumis n'exclut pas l'éventualité d'être candidat au poste de Premier ministre. Moi, j'ai l'intention de gouverner ce pays. C'est pas le foutoir, c'est pas le bazar, c'est pas l'Assemblée générale permanente, ça veut dire quoi, ça ? Le pia-pia des gauchistes qui passent leur temps à s'engueuler entre eux. Écoutez, il y a 2 ans, on a fait une campagne Mélenchon au Premier ministre. Je vais pas vous dire 2 ans après, ah non, pas moi, je suis pas au courant, je fais pas l'imbécile. Je dis les choses comme elles sont. Pierre Maurer, cette déclaration va entraîner beaucoup de réactions à gauche, des réactions pour lui demander de se faire plus discret. Immédiatement, en fait, il y a une réaction qui est assez marquante, c'est celle de François Hollande qui est en pleine campagne en Corrèze, puisqu'il est candidat aux élections législatives. François Hollande, qui, il faut le rappeler, a été premier secrétaire du Parti Socialiste quand Jean-Luc Mélenchon était lui-même membre du Parti Socialiste, dit à Jean-Luc Mélenchon, en gros, de se taire. Et ça entraîne une polémique toute la journée sur le fait de savoir si Jean-Luc Mélenchon est bien en capacité d'aller à Matignon et de faire consensus. Julien Dufay, que répond Jean-Luc Mélenchon ces jours-ci face aux soupçons d'antisémitisme dont il fait l'objet ? Il proteste vigoureusement, comme depuis le début. Il dit notamment sur France 5 que l'accusé d'antisémitisme est un prétexte pour favoriser le Rassemblement national, mais qu'il ne s'appuie sur rien de concret. Le dimanche 23 juin, les 4 partis du Nouveau Front Populaire publient un communiqué commun pour dénoncer l'antisémitisme. Ce communiqué accuse les macronistes de se servir de ces accusations d'antisémitisme pour nuire à l'alliance de la gauche. Pierre Maurer, problème, quelques heures plus tard, on découvre que les 4 principaux partis de cette alliance ne sont pas totalement alignés sur cette question. Alors en fait, ils ont beau signer un communiqué commun tous ensemble, un peu plus tard dans l'après-midi, Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann, publie une charte contre l'antisémitisme qui est, elle, signée par le Parti Socialiste, les écologistes et le Parti communiste. Mais n'y figure pas LFI, qui explique qu'eux ont déjà une charte contre l'antisémitisme, et donc subsiste un espèce d'imbroglio et une incertitude sur ce point-là, en fait. On ne comprend pas bien pourquoi les 4 partis ne signent pas la même charte. Julien Dufay, cette question des soupçons d'antisémitisme, notamment à LFI, est-ce qu'elle perturbe la campagne pour les législatives à gauche ? Bah oui, clairement, puisque donc on l'a vu, c'est utilisé par les adversaires du Nouveau Front Populaire, mais ça empoisonne aussi les relations à l'intérieur de cette coalition. Et dans une campagne très courte, provoquée par cette dissolution surprise, c'est pas une bonne nouvelle pour la gauche qui a besoin d'une dynamique, qui a besoin d'une sorte d'engouement populaire pour s'imposer aux élections législatives anticipées. Merci à Julien Dufay et Pierre Maurer. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Ambre Rosala et Camille Ruiz. Réalisation Benoît Gillon. Pour suivre en temps réel l'actualité de ces législatives anticipées, rendez-vous sur leparisien.fr. N'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle disponible chaque samedi avec Claudia Prolongeau et Damien Delsoni, et puis Le Sacre jusqu'à Paris 2024. 24 médaillés d'or olympiques ou paralympiques nous racontent leur chemin vers le sacre, un podcast présenté par Anne-Laure Bonnet.